Bonjour très chers téléspectateurs de NIGTV 237 et bienvenue à cette édition de l'entretien avec. Aujourd'hui, nous recevons l'international camerounais d'haltérophilie, par ailleurs capitaine de l'équipe nationale d'haltérophilie senior, Junior Gadja. Bonjour Junior. Merci, bonjour Patricia Mendo. Vous allez bien? Assez bien, par la grâce de Dieu. Vous revenez de deux compétitions majeures. Premièrement, le championnat du monde qui s'est déroulé en Norvège, c'était du 7 au 12 octobre 2025. Juste après, vous avez participé aux Jeux de la solidarité islamique du côté de Riyad en Arabie Saoudite. Vous êtes là aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'on peut faire un peu le tour d'abord du championnat du monde, votre participation, comment est-ce que vous avez trouvé la compétition et qu'est-ce que vous avez retenu sur le point technique et mental? Ok, merci. Déjà, le plaisir me choisit d'être en votre compagnie ce matin et dans vos locaux. Je tiens à passer le bonjour à votre directeur général ainsi qu'à tout le staff. Et avant cela, peut-être vous allez nous permettre, parce qu'il y a certainement certains téléspectateurs qui ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent même pas la discipline, puisque nous sommes également dans cette ambition-là de faire découvrir la discipline aux uns et aux autres, de vous présenter. Ok, merci. Et j'allais oublier aussi de passer le bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je suis Gadja Nyabe Junior Periclex, capitaine de l'équipe nationale d'haltérophilie senior messieurs. Et déjà, l'haltérophilie est une discipline olympique. Et s'il faut définir l'haltérophilie en quelques mots, l'haltérophilie, selon, comment je vais dire, c'est l'amour des haltères. Selon l'étymologie du mot romain, ça désigne l'amour des haltères et c'est le fait de lever des charges, des poids, des masses avec une certaine technique et pratique. Donc voilà en gros ce que c'est que l'haltérophilie. D'accord, pour revenir à notre première question concernant le championnat du monde qui s'est déroulé en Norvège, on aimerait savoir ce que cette compétition t'a apporté. Il faut rappeler que ce n'était pas ta première participation. Donc, qu'est-ce que cette compétition t'a apporté sur le point technique et sur le point mental en fait? Déjà, c'est une grande expérience et un grand privilège déjà, il faut le dire. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de participer à un championnat du monde. Si vous avez ce privilège, c'est parce que vous le méritez, vous avez des aptitudes pour cela. Mais toujours est-il, il faut le rappeler le contexte dans lequel nous évoluons, où vraiment tous les moyens, du moins je vais dire, les petits plats ne sont pas mis dans les grands pour que nous allons là-bas pour titiller, en fait ne pas se limiter qu'à une simple participation, c'est-à-dire aller marquer de manière très impactante à ce championnat du monde. Mais toujours est-il, nous n'allons pas là en victime résignée, nous allons dans l'optique de nous faire voir, de nous faire connaître de par des performances que nous réalisons, toujours dans le contexte dans lequel nous évoluons. Et moi, comme j'ai pour coutume de dire, l'objectif des compétitions est de glaner des médailles, mais toujours est-il, on va là pour apprendre, que ce soit dans l'échec ou dans la réussite, et on va se faire plaisir parce que le sport, c'est d'abord un jeu, on s'amuse, on prend plaisir et on partage aussi ce plaisir avec nos fans, tous ceux qui nous suivent, et on tisse des relations avec ceux que nous rencontrons là-bas. Ouais. Donc c'est un échange, surtout de culture, de comportement. Donc voilà. Et c'était pas facile pour nous, parce que comme j'ai dit, il y a le contexte dans lequel nous évoluons, les départs tardifs, et
Ça joue en notre faveur, les vols qui sont parfois très longs et le manque d'acclimatation aussi. Oui. Parce qu'il faut le rappeler, en Norvège, il faisait en cette période-là, peut-être jusqu'à présent, il faisait extrêmement froid. Et nous savons le climat dans lequel nous quittons ici, là. Donc tu arrives quelque part où il fait extrêmement froid et tu as peu de temps pour t'adapter. Et par la grâce de Dieu, parce qu'il faut le dire. Parce impossible n'est pas qu'un mot. Oui, Dieu nous a vraiment fait grâce de ce don-là. On trouve toujours, même dans les moments difficiles, les failles, un compromis, en fait. Des stratégies, oui, comme on dit. Oui. Et il faut toujours s'armer de résilience. Ça veut dire arriver et puis prendre la situation, s'adapter avec le peu de temps que nous avons. Dernier en 2024, j'étais 22e mondial. Donc j'ai gagné un rang dans le ranking mondial, ce qui n'est pas, comment je vais dire, négligeable compte tenu toujours du contexte dans lequel nous évoluons. Donc voilà ce que je peux dire pour ce championnat. Ça a été une très belle expérience. J'ai découvert en moi des forces cachées. Oui, parce qu'on dit que c'est dans des moments difficiles que l'on apprend à se connaître. Exactement. Pour aller un peu plus loin, on a eu vent de ce qu'il y aurait certains athlètes, bien certains de vos coéquipiers qui ont pris ou bien qui auraient pris la clé des champs, principalement. Qu'est-ce que ça vous a fait? Comment est-ce que vous avez vécu cela? Et est-ce qu'à un moment vous n'avez pas eu la même envie? Déjà, ça c'est un volet très sensible où très souvent je ne m'aventure pas, surtout devant les caméras, à dire ce que je pense réellement parce que cela pourrait être interprété peut-être pas de la bonne manière au vu en fait, pour tout un chacun. Mais moi je dis, je ne peux pas me placer en juge. Chacun sait ce qu'il vit. Et je ne peux reprocher à qui que ce soit des décisions qu'il prend pour sa vie. Mais toujours est-il, voilà, moi je parle de moi, je reste et demeure patriote. Mais vous confirmez quand même que ça a été le cas? Ça s'est réellement produit, vous confirmez? Toujours est-il que je ne veux pas être le porteur de mauvaises nouvelles. Et je vais m'abstenir vraiment pour ne pas être le porteur de mauvaises nouvelles. Et ça se passe, toujours est-il dans des compétitions lorsque ça... Oui, comme la vôtre, comme cette compétition-là, ça s'est déroulé ou pas? Je ne sais pas. D'accord, mais vous y étiez quand même. En fait, je préfère parler peut-être hors caméra parce que vraiment, je ne veux pas être le porteur de mauvaises nouvelles. D'accord, on retient que vous restez patriote, c'est ça? Donc, vous n'envisagez pas, en tout cas pas maintenant, ce genre de... J'ai dit jusqu'ici, je suis patriote. D'accord. S'agissant du jeu de la solidarité islamique, vous êtes rentré il y a de cela quelques jours. Vous étiez une délégation de 9 athlètes, si je ne me trompe pas. Et vous avez été quand même choisi comme porte-étendard de cette 6e édition. Quel a été votre ressenti? C'était une immense joie de reconnaître en moi celui-là qui peut... Parce que lorsque vous êtes désigné comme porte-étendard, ça veut dire qu'on estime que vous avez des qualités de leader. Vous êtes, comment je vais dire, une vitrine. Ça veut dire que tous les autres veulent être comme vous. Vous êtes celui-là qui a apporté de la lumière, vous êtes une source de motivation en fait pour les jeunes. Et si vraiment ça m'a fait plaisir, c'est également une reconnaissance de nos pairs, ceux qui dirigent le mouvement sportif. Donc j'ai été très honoré devant ce choix pour mon humble personne. Par rapport au championnat du monde, est-ce qu'il y a eu une différence, par exemple, sur la préparation, sur la période d'acclimatation, sur la compétition même? Est-ce qu'il y avait une différence, disons, dans le côté positif? Oui,
Je peux dire qu'il y a eu de l'amélioration parce que vous savez, les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas. Volet préparation, il n'y a pas trop du positif parce que c'est toujours pareil. Déjà, il faut le rappeler, un athlète de haut niveau a besoin des compétitions pour pouvoir se jauger de temps en temps. Et quand vous voyez, le championnat d'Afrique a eu lieu en avril. Et la prochaine compétition à laquelle j'ai pris part, c'était le championnat du monde. Il y a eu un espace assez long, pratiquement 6 mois, voire plus. C'est pour un athlète de haut niveau, il ne doit pas avoir un break ce long temps-là. Et la préparation est toujours, je vais dire, en dents de scie. On essaie juste du moins de colmater les brèches, mais toujours est-il, on réussit à arriver à nos objectifs. Et dans le sens positif, c'est, je dirais déjà, l'amélioration des performances entre ces deux compétitions. Et je veux encore rappeler la difficulté qu'il y a de passer d'une compétition à l'autre, surtout avec un temps, d'enchaîner en fait des compétitions de cette envergure en si peu de temps. Ça demande un mental d'acier et le corps, et il faut le rappeler, nous sommes en fin d'année. Ça veut dire on a passé toute l'année à travailler, le corps commence déjà à demander du repos, la fatigue, sans compter les bobos. Parce que je reviens du championnat du monde où j'ai étouffé les bobos. Et ce qui fait que quand je suis arrivé, mon kiné m'a mis un petit break, le temps pour moi de récupérer un peu. Et par la grâce de Dieu, les 5 séances que j'ai eu à faire avec lui ont été bénéfiques. Parce qu'au jeu de la solidarité islamique, j'ai amélioré les performances que j'ai réalisées au championnat du monde. Donc voilà le côté positif derrière. On constate qu'au jeu de la solidarité islamique Konya 2022, vous étiez 4e. Et au jeu, cette année, à 6e édition, vous êtes 8e. Que s'est-il passé? Est-ce que, au vu de ce que vous venez de dire, c'est ce qui a joué, pas en votre défaveur? Parce qu'on s'attendait quand même à une médaille, on était un peu proche du but. Effectivement, je pense que ça revient avec la question précédente. Pour qu'il y ait performance, il faut de la préparation. Et la préparation est surtout dans le long terme. Une compétition se prépare lorsque, par exemple, Riyad va se terminer là. La prochaine édition des Jeux islamiques se prépare à la fin. Donc très souvent on a ce manque-là et il faut le rappeler, les athlètes qui sont mieux outillés que nous, ils ont des conditions plus adéquates que nous, que ce soit en infrastructure, en logistique, au niveau du soin médical. Donc c'est ça qui joue en notre défaveur. Et c'est les Jeux islamiques, surtout en haltérophilie, je veux dire, ce sont les Jeux olympiques du monde arabe. Ça veut dire vous avez la crème de la crème. C'est le niveau du très haut niveau. C'est le niveau mondial, voire olympique. Par exemple, dans ma catégorie, j'avais le champion du monde en titre, le vice-champion du monde, sans compter les autres. Et nous savons combien nos adversaires de ce côté-là, ils excellent dans cette discipline. Donc, c'était avec fierté. Ne regardez pas le rang, mais regardons plutôt l'effort qu'il y a eu derrière et les performances qu'il y a eu derrière, compte tenu toujours, je vais le rappeler, du contexte dans lequel nous évoluons, qui ne joue pas à notre faveur. Et je tiens à préciser un truc, parce que chaque fois que je suis confronté avec mes adversaires, lorsque je regarde, en fait, au contraire, quand ils te voient avant, ils sont inquiets, parce qu'ils voient en toi quelqu'un qui est capable de beaucoup de choses, mais ils voient juste que tu es limité. Et quand moi je les regarde, ils sont pas loin de moi. Il suffit juste d'être dans des conditions idéales, voire comme eux, et je peux vous assurer que je n'ai pas encore utilisé mon plein potentiel. Je ne suis même pas à 50% de mes capacités.
parce que je me redécouvre à chaque compétition. Oui. Je sors avec quelque chose que j'apprends de plus. Oui. Et donc, en gros, pour votre participation au 6e jeu de la solidarité islamique, vous êtes fier de votre prestation? Extrêmement content de moi. Et également par le travail des encadreurs, surtout la confiance qu'ils placent en moi, parce qu'au sein de cette équipe, je joue un rôle majeur, parce que je suis un peu comme... c'est pas pour rien qu'on dit capitaine, parce que le capitaine est celui-là qui motive, cette source d'inspiration. Oui. Donc je suis un peu comme au basket, il y a un joueur clé qui permet aux autres d'atteindre leur plein potentiel. Donc je suis un peu comme celui-là, et j'ai pour coutume de dire chez nous en haltérophilie que je suis le mouton d'Abraham. Donc en fait, je suis celui-là qui sacrifie beaucoup, parce que je dois aider les autres avant ma compétition. Mais ça ne me gêne pas, parce que je dis, en tant que leader, je suis au service. Même la Bible le dit, que le plus grand soit au service des plus petits. Donc c'est ce que j'essaye de faire chaque fois, et je le fais avec joie. C'est important de le préciser. S'agissant maintenant de la groupe, lors des Jeux de 2022, on a eu une médaille d'or en haltérophilie. Cette fois, on est rentré avec une médaille. Peut-être ça nous permet de poser la question suivante. Vous pensez que qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'haltérophilie par rapport aux autres nations? L'haltérophilie camerounaise, bien sûr. Ici au Cameroun, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous manque réellement? Et dans ce sens-là, comment est-ce qu'on peut améliorer pour que les choses avancent et qu'on ait plus de résultats positifs? Ok, merci, c'est une très belle question. Je pense que comme problème majeur, nous avons d'abord un gros problème d'infrastructure, parce que c'est la base, c'est la matière grise des infrastructures. Pour que les athlètes puissent s'entraîner, il faut qu'il y ait du matériel. On n'a pas ce matériel, le suivi médical n'y est pas vraiment, parce que pour qu'un athlète vous produise des performances, il doit être suivi tant sur le plan technique que sur le plan médical. Et comment je vais dire, même sur le plan financier, parce que nous qui pratiquons l'haltérophilie, c'est pas comme un métier, parce qu'on n'a pas de salaire, on ne vit que sur d'éventuelles compétitions qu'on a sur le cours de l'année. Donc il faudrait que l'athlète vraiment soit reconnu. Oui, mais c'est votre métier, parce que vous vous concentrez pleinement dessus, quoi. Oui, mais un métier qui n'est pas rémunéré, en fait, comme je veux dire, parce que tout métier doit nourrir son homme, et ce qui n'est réellement pas le cas. C'est pour ça que nous implorons également la mise sur pied du statut de haut niveau de l'athlète, parce que je pense que cela viendra compléter un peu ce manque, ce déficit, parce que là, on n'aura plus comment je vais dire, des intrus, des personnes qui sortent de nulle part et viennent se positionner là où ils ne méritent pas. Parce que si on dit que voilà, tu es reconnu comme... Il y a un statut qui est mis sur pied qui te reconnaît comme athlète de haut niveau, ça veut dire qu'il y a des droits et des obligations qui vont avec. Oui. Et toujours est-il, l'autre chose aussi, c'est de pouvoir permettre à l'athlète de découvrir, de se redécouvrir, pas toujours d'être au même endroit. Ça veut dire permettre des stages à l'extérieur, ça permet à l'athlète d'avoir une autre vision même de ce qu'il pratique, d'apprendre autres techniques, autres cultures, parce que les techniques que nous avons au Cameroun n'est pas les mêmes qu'on pratique ailleurs. Par exemple, il y a d'autres techniques d'entraînement, d'autres mouvements. Ça permet à l'athlète en fait d'avoir l'ouverture d'esprit plus large, et il comprend davantage mieux ce qu'il fait, il se frotte aux autres, il apprend, et surtout dans l'optique de venir transmettre aussi à la jeune génération. Moi par exemple aujourd'hui, j'ai cette grâce d'être boursier de la solidarité olympique. Déjà je tiens encore à remercier mes pairs du mouvement sportif qui ont placé en moi cette confiance.
Et cette bourse me permettra d'aller me préparer à l'extérieur. Je souhaite juste que cela se concrétise et surtout le plus tôt possible au vu des échéances prochaines que nous avons, parce que nous sommes sans ignorer, nous sommes en période de qualification pour les prochains Jeux du Commonwealth qui arrivent là l'année prochaine. Et il faut vraiment aller chercher. J'ai déjà débuté avec le championnat du monde, il était qualificatif et les performances réalisées là-bas m'ont permis d'être parmi les meilleurs dans le ranking. C'était aussi l'un des objectifs que nous avions pour cette compétition. Donc, sans compter 2027, l'année de qualification des Jeux olympiques et l'apothéose avec les Jeux olympiques. Il y a les Jeux de la francophonie aussi qui arrivent, les prochains Jeux africains. Donc, toutes ces années à venir sont des années chargées. Et pour pouvoir être au rendez-vous, il faut la préparation. Donc j'implore encore une fois de plus nos différents dirigeants du mouvement sportif afin que le plus tôt possible, que vraiment la préparation puisse démarrer, parce que j'ai hâte. J'ai des revanches à prendre. Oui, vous avez la rage. J'ai cette rage-là, mais une rage contrôlée pour éviter que... Positif, c'est dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Ok, et aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Frustration ou motivation? C'est quoi exactement? Hyper motivé. Pour la suite? Oui, pour la suite. Peut-être des frustrations dans l'organisation, dans la préparation, mais toujours est-il que aucune œuvre n'est parfaite et on ne souhaite que cela, du moins qu'on aille dans la perfection, oui, et que cela, qu'on voit un peu qu'il y a de l'amélioration et du changement. C'est tout ce que nous souhaitons. Et en ce qui vous concerne personnellement, qu'est-ce que vous comptez améliorer sur vos différentes stratégies, votre préparation ou encore vos performances même? Déjà, l'amélioration dont j'ai le plus besoin, c'est le volet médical. Oui, surtout sur le plan médical, parce que je traîne une douleur malgré que je travaille encore avec. Donc vous avez besoin d'un médecin, c'est ça ou bien? Parce que nous sommes en direct là, on ne sait pas, peut-être un médecin est en train de... médecin serait restreindre, parce que le sportif a besoin d'une équipe médicale à sa disposition. Donc c'est ce volet-là, parce que par exemple pour un traitement qui va mieux me soulager, il n'est pas pratiqué au Cameroun pour le moment, donc c'est pour ça que je souhaite vraiment l'accomplissement de ce processus de la bourse, parce que ça va me permettre d'être dans des conditions où on prendra en charge ces bobos le plus rapidement possible. Et nous savons comment de l'autre côté, ils ont les outils et la compétence. C'est pas pour dire que nous n'avons pas de la compétence ici, mais nous manquons plus des outils et du matériel. Donc c'est voilà où en fait mes doléances vont, pour dire que c'est le besoin le plus pressant que j'ai. Et comme j'ai dit, tout métier doit nourrir son homme, parce que certes nous sommes sportifs, mais nous avons des familles derrière. Nous devons construire notre propre famille, notre avenir, notre lendemain, parce que après le sport on aura une vie, et la carrière d'un athlète ou l'après-carrière de l'athlète se prépare lorsqu'il est encore sur l'aire de jeu. Ce n'est pas après qu'il prépare la reconversion. Et voilà, le métier doit nourrir son homme, en gros. Et je pense que déjà, je tiens à dire merci déjà pour tout ce qui est fait. Parce que c'est pas comme si rien n'est fait. Je tiens à dire merci. Et comme on dit, qui dit merci en demande davantage. D'accord. C'est quoi la suite du programme au repos actuellement pour essayer de récupérer après ces deux grosses compétitions, ou alors on enchaîne directement, il y a quelque chose qui se prépare? Pour le moment, déjà le sportif ne se repose pas, il est comme un soldat, parce que même quand on dit repos, c'est un repos actif. Ça veut dire tu ne te laisses pas aller et tout, c'est un repos actif. Parce qu'au mois de décembre également, nous avons une autre compétition, malheureusement qui n'est pas éligible au budget de l'État.
c'est le Grand Prix de Doha au Qatar. Et jusqu'ici, je ne sais pas encore si je n'ai aucune certitude à la participation de cette compétition. Mais toujours est-il que je reste comme un soldat, prêt, arme à la main, à tout moment. Si on me dit lève-toi et va, j'irai défendre valablement les couleurs de notre très cher et beau pays. Ouais, peut-être ce serait le moment d'appeler les mécènes, les sponsors. Indirectement, c'est ce que je suis en train de faire. Quand je dis que cette compétition n'est pas éligible au budget de l'État, je souhaite y participer. Et vraiment, j'implore les âmes de bonne volonté, les mécènes, les entreprises, vraiment à soutenir le mouvement sportif. Surtout l'haltérophilie, parce qu'il faut le préciser, l'haltérophilie est l'une des médailles les plus pourvoyeuses de médailles au Cameroun. Une des disciplines. Des disciplines, oui. Et ça participe au rayonnement, à la visibilité de notre très cher et beau pays. Et voilà, une entreprise qui donne de son image ou qui met la main à la pâte, contribue vraiment à écrire vraiment, à faire connaître le Cameroun. Donc, nous vous tendons la main et voilà. D'accord. Nous sommes parvenus au terme de notre entretien. Y aurait-il un message que vous aimeriez adresser à la jeunesse camerounaise au sujet de l'haltérophilie et même dans le contexte actuel du Cameroun? Le petit message que je peux passer à la jeunesse camerounaise, c'est que l'haltérophilie est un sport, c'est un beau sport, c'est un sport noble. Et comme certains ont des appréhensions derrière, l'enfant ne va pas se développer, je vous dis au contraire, non. J'avoisine les 1,90 m et je n'ai pas débuté l'haltérophilie avec 1,90 m. Ça veut dire ça n'a pas retardé ma croissance. Au contraire, ça a été bénéfique parce que ça permet à l'homme de se construire une carrure et tout, tant sur le plan... D'être bâti, quoi. Voilà. Comme vous l'êtes. Oui. Et également, au travers du sport, j'invite la jeunesse, parce que même le président de la République, son Excellence Paul Biya, l'a dit, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et chaque jeune Camerounais doit se battre, il doit se dire, qu'est-ce que je peux faire pour développer mon pays, pour vendre mon pays au travers du sport, au travers de tout ce que j'ai réalisé comme performance, comme médaille. Ça m'a permis d'être... Aujourd'hui, je suis un ambassadeur, je défends les couleurs de mon pays et je suis aussi une fierté pour ma famille, pour mes proches, pour le Cameroun, parce que partout où je passe, ma famille, ils peuvent se vanter de dire, voilà, on a un frère qui est champion, on a un fils qui est champion. Et je pense que les jeunes ne doivent pas se lancer dans la facilité, éviter tout ce qui est désordre, tout ce qui est drogue, et se trouver un objectif et s'y accrocher fermement. Surtout, ne pas permettre à quiconque de nous faire douter de nous-mêmes. Et voilà, de se dire que forcément, c'est pas parce qu'on travaille aujourd'hui qu'il y a le résultat. C'est être patient, persévérant et voilà. Et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc il faut juste persévérer, rester en prière, surtout cultiver l'humilité. Voilà ce petit message que je peux passer à la jeunesse camerounaise. Ouais, un petit message mais très profond. Merci Junior Gadja de nous avoir accordé cet entretien. Je crois qu'on a beaucoup appris ce jour. C'est moi qui vous remercie, surtout être en votre compagnie avec ce si beau sourire, large tel un format A4. C'est plaisant en fait. Et merci à votre chaîne, à votre directeur, à tout le staff. Et merci également à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Merci. À vous, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de l'entretien avec. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que oser, c'est à moitié réussir. À très vite.